Pile ou face, votre podcast avec Gaspard Martel. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pile ou Face. Dans cet épisode, on vous propose de réaliser la review d'un livre passionnant, un best-seller mondial, The Coming Chaos, ou encore Le chaos qui vient en français, rédigé par Peter Turchin, qui est un scientifique et un historien américain. Alors ce livre ne se contente pas simplement de décrire les crises, mais il cherche à en comprendre les racines profondes. Qu'est-ce qui fait les sociétés et qu'est-ce qui les défait? Et Peter Turchin a inventé quelque part une science qui s'appelle la cliodynamique. C'est en fait une tentative scientifique de comprendre les patterns qui précèdent l'effondrement des sociétés. Et les dynamiques de fond sont ici analysées en détail comme les pièces d'un jeu qui, si elles ne s'emboîtent pas correctement, peuvent faire s'effondrer tout l'édifice. En effet, les sociétés ne s'effondrent pas uniquement à cause des facteurs visibles comme l'inflation, les crises économiques, les crises sanitaires ou encore des tensions démographiques. Peter Turchin va bien au-delà de ça pour aller chercher les causes profondes, structurelles et systémiques. Celles que l'on ne voit pas, mais qui rongent les fondations des sociétés jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Alors voici 3 grandes questions auxquelles nous allons nous attaquer dans cet épisode. La première, que nous dit cette science, la cliodynamique, sur les cycles d'effondrement des sociétés? La seconde, pourquoi la surproduction d'élites et l'appauvrissement des masses créent-ils des systèmes explosifs? Et la dernière, quels sont les mécanismes invisibles qui accélèrent ou précipitent ces crises? La cliodynamique. Qu'est-ce que la cliodynamique? C'est donc la science des cycles historiques, la science du fonctionnement de nos sociétés en tant que système. Et la cliodynamique, c'est en fait aussi la rencontre entre les sciences historiques et les sciences mathématiques, qui sont quelque part d'un côté la patte qualitative et de l'autre la patte quantitative. Et c'est cette méthodologie-là que Peter Turchin a développée. Et ça va nous permettre de comprendre quels sont les cycles de fond qui font et qui défont les sociétés. Typiquement, si on regarde d'un point de vue tout d'abord historique, la durée des sociétés ou des civilisations a en fait une durée moyenne entre 100 et 300 ans. Prenons quelques exemples. L'Empire romain d'Occident, c'est 250 ans. Les grandes dynasties chinoises comme les Tang ou les Ming, c'est environ 300 ans. La France des Capétiens ou l'Angleterre médiévale, entre 200 et 300 ans également. Et les empires plutôt de tradition arabe, entre 100 et 150 ans. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que la cliodynamique va donc chercher à identifier les mécanismes intrinsèques qui expliquent la durée de ces cycles et les facteurs qui vont soit accélérer, soit prolonger la durée de ces systèmes et de ces sociétés. En allant en amont des symptômes connus de tous, que sont les révolutions, les soulèvements, les crises économiques ou encore les famines. Et donc, au lieu d'analyser ces événements de manière isolée, la cliodynamique permet d'identifier les motifs communs à toutes ces civilisations et sur le temps long. Et ce sont ces motifs d'effondrement que l'on va explorer plus concrètement maintenant, en commençant tout d'abord par la surproduction d'élites. La surproduction d'élites. D'après la cliodynamique, c'est l'un des facteurs clés qui fait que les sociétés s'effritent et in fine s'effondrent. Regardons ça de plus près. En fait, les élites visent l'accès à 4 grands types de pouvoirs. Le pouvoir coercitif, comprenez ici tout ce qui est autoritaire, judiciaire, militaire. Le pouvoir sur les opinions, donc comprenez ici tout l'espace qui permet d'influencer les esprits, donc l'espace médiatique, même l'enseignement, etc. Le pouvoir administratif et le pouvoir économique. Donc les élites ont vocation à accéder à des places de haut rang dans ces 4 grands domaines. Mais ces places sont structurellement limitées. Si on prend l'exemple du jeu des chaises musicales, vous voyez bien que quand vous êtes 5 participants avec 5 chaises, quand la musique s'arrête, il n'y a aucun problème, tout le monde trouve une place pour s'asseoir sur une chaise. Mais si vous êtes dans une société qui surproduit des élites sans augmenter le nombre de places généralement
dans les hautes sphères de ces quatre grands pouvoirs étant de toute façon limité. Si vous lancez la musique avec uniquement 5 chaises, mais d'un seul coup une vingtaine de participants au jeu, ben, qu'est-ce qui va se passer? 15 participants au jeu vont rester sur le carreau sans chaise ou s'asseoir. Et ces personnes-là vont devenir quelque part des élites frustrées. Et c'est tout le danger d'avoir ces élites frustrées, évidemment éduquées, capables de se mobiliser, qui n'ont plus de place pour s'asseoir à la table de ces quatre grands pouvoirs que sont le pouvoir coercitif, les pouvoirs sur les opinions, l'administratif et l'économique. Prenons un exemple. Aux États-Unis, par exemple, en 1980, vous aviez environ 70 000 millionnaires. D'accord? En 2020, il y en a plus de 700 000. Et donc ça veut dire qu'en 40 ans, les élites, en tout cas au moins économiques, sont finalement passées de 0,08% de la population américaine à plus de 0,5% de la population. Et pourtant, le nombre de postes sur les quatre grands pouvoirs qu'on évoquait avant, en tout cas les postes décisionnaires, les postes de haut rang, eux n'ont pas bougé. Et donc ça génère de la frustration. Par ailleurs, si on y regarde de plus près, le comportement des élites, c'est-à-dire les personnes qui se comportent comme des élites plutôt, eh bien, c'est finalement lié au niveau d'éducation. Donc, dès lors où quelqu'un a un niveau de type bac plus 4 ou plus, cette personne-là va avoir tendance à se comporter comme une élite. Et donc, c'est au-delà du niveau de richesse, hein. Quand on parle d'élite, qu'on regarde dans l'épaisseur éducative, on va dire, des populations en termes de comportement, ce qui fait que vous êtes déterminé en tant qu'élite, c'est votre niveau d'éducation, bien plus que votre niveau de richesse en fait. Et le sujet qui y a là, c'est que justement, dans typiquement toutes les grandes démocraties occidentales, et de plus en plus, de toute façon, de manière générale dans le monde, on est face à une surgénération d'élites, ce qui génère des contre-élites, puisque ces contre-élites sont les personnes effectivement qui sont restées sur le carreau et qui n'ont pas eu accès au grand pouvoir. Et ces contre-élites vont quelque part contester le système et créer des contre-systèmes. Prenons deux pays pour exemple. Prenons l'Égypte de 2011. Alors évidemment, on sait tous ce qui s'est passé, hein, le printemps arabe, certains y ont vu même des interventions extérieures, etc. Mais si on y regarde de plus près pour faire l'analogie avec le sujet de la surproduction d'élite, eh bien on se rend compte que l'Égypte de 2011, hein, en fait, a connu une explosion de la jeunesse diplômée suite aux réformes entamées par Moubarak à l'époque. Et il y avait par exemple plus de 60% de jeunes de 20 ans qui étaient massivement diplômés mais sans aucun débouché. Tout simplement, problème sur le marché du travail et encore une fois, les places de pouvoir, en tout cas de haut niveau sur les quatre grands pouvoirs, étaient déjà prises. Donc il n'y avait plus assez de place à la table, ce qui a généré des frustrations, ce qui a généré une mobilisation et in fine, c'est l'un des facteurs de fond qui a aussi mené au printemps arabe. Si on prend un deuxième exemple, prenons la France. En France, on voit bien par exemple qu'il y a cette surfragmentation des partis politiques. Et pourquoi? C'est tout simplement un symptôme très direct de la surproduction d'élites. Avant, on avait les deux grands partis qui structuraient la vie politique, hein, la gauche et la droite, qui chacun ont changé de nom au fil du temps. Et on voit aujourd'hui cette fragmentation, cette multitude de formations politiques, de candidatures individuelles, de micro-partis, de micro-courants de pensée, qui sont un coup issus de la société civile, un coup issus de think tanks, un coup d'anciens partis. Et finalement, ça, ce n'est que le symptôme. Et c'est le symptôme de quoi? D'une maladie, quelque part, de cette société, qui surproduit des élites sans être capable de lui trouver des débouchés. Et cette multiplication d'ambition crée une instabilité chronique, rendant les coalitions difficiles, voire impossibles. On le voit actuellement dans le paysage politique, hein, on va de plus en plus de motion de censure en motion de censure, de 49.3 en 49.3.
de nouveau gouvernement en nouveau gouvernement. Et ça, encore une fois, ce n'est que les symptômes du fait qu'il y a trop d'élites et pas assez de place, ce qui rend quelque part cette société de plus en plus ingouvernable. Donc en conclusion, quand on a en fait trop d'élites qui sont formées et que le système n'est plus capable de les absorber, ça crée des situations de blocage qui deviennent évidemment explosives. Et ces élites frustrées finissent par créer des contre-systèmes qui mobilisent les masses populaires déclassées ou précarisées. Et c'est cette alliance entre élites sans place et population sans perspective qui peut faire basculer les sociétés et qui les fait basculer, en tout cas c'est ce que nous apprend la cléodynamique. Et cela ne peut se comprendre sans analyser la dégradation du socle populaire et l'appauvrissement du socle populaire et comment cela joue justement sur l'instabilité de la société. L'appauvrissement des masses ou l'appauvrissement du socle populaire, c'est selon. En réalité, cet appauvrissement, il est relatif. Si vous regardez les grands indicateurs de développement économique, des salaires, etc., vous allez voir que sur les 30-40 dernières années, si on raisonne en moyenne, généralement c'est à la hausse. Alors cet indicateur, il est un peu trompeur parce que c'est très souvent tiré à la hausse car certains pays ont fortement émergé, comme la Chine, comme l'Inde ou encore comme certains pays d'Afrique. En réalité, si on y regarde de plus près et qu'on prend par exemple les États-Unis. Alors aux États-Unis, le salaire médian a, il est vrai, augmenté de plus de 10% en 40 ans, ce qui semble être une bonne dynamique. Mais si on regarde en réalité le coût de la vie sur la même période, eh bien, on prend le prix des études par exemple, qui a été multiplié par 15, le coût du logement, qui a augmenté de 40%. Eh bien, en réalité, on doit travailler aux États-Unis, c'est le cas, hein, par analogie également dans grosso modo l'ensemble des pays occidentaux, notamment en Europe, eh bien on doit travailler 4 fois plus pour accéder au même niveau de service. Demandez-vous par exemple si vis-à-vis de vos parents ou de vos grands-parents, est-ce que vous avez la possibilité d'accéder au même niveau quelque part social qu'eux, au même package, c'est-à-dire en termes d'études, en termes d'accès aux produits, aux services et surtout en termes de logement. Je pense que vous allez rapidement faire le constat qu'il est quasiment impossible pour vous aujourd'hui d'accéder, par exemple, au même âge qu'eux à un logement similaire. Si par exemple aujourd'hui vous avez 30 ans, regardez où étaient vos parents quand eux avaient 30 ans. Certainement qu'ils étaient peut-être déjà propriétaires ou en tout cas en voie d'accession à la propriété, avec un prix au mètre carré beaucoup moindre. Et en tout cas, le ticket d'entrée, le besoin en investissement était relativement beaucoup moins important par rapport aux revenus que ce qu'il n'est aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un premier point, c'est de dire que l'appauvrissement, en réalité, il est déjà là et il est relatif. Simplement parce que oui, les salaires ont augmenté, mais le prix du panier moyen, quelque part, entre les études, le logement, les produits et les services, ont augmenté beaucoup plus rapidement que les salaires. Donc ça, c'est un point qui est important. Et donc, en réalité, les masses travaillent beaucoup plus pour accéder à moins. Et ça fait que l'ensemble de nos repères s'effondre. Généralement, on a tous vocation à accéder à au moins aussi bien que nos parents, voire mieux. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les grandes sociétés occidentales en tout cas, c'est plus le cas. Et ça génère évidemment de la frustration quand vous voyez que vos parents à votre âge avaient déjà réussi à accéder à un certain niveau et que vous n'allez pas pouvoir le faire sur des choses encore une fois très, très terre à terre, hein, comme par exemple l'accession au logement. Et donc, sachant qu'en parallèle de ça, il y a une surproduction d'élites qui se battent pour les places, qui sont chères dans les grands pouvoirs qu'on a évoqués tout à l'heure, eh bien en réalité, les classes populaires en parallèle sont en train de s'appauvrir. Et ça crée des situations de désespoir, ce qui fait que cette dynamique rend les populations disponibles, manipulables et mobilisables par ces élites frustrées en quête de pouvoir. Et donc c'est l'alliance de ces deux failles qui rend le système fortement instable. Voyons maintenant les facteurs structurels qui aggravent cette tendance et qui vont jouer sur la durée de vie et sur la durée des cycles de ces sociétés.
Ce qui génère l'effondrement, c'est donc la rencontre entre un moment où il y a une surproduction d'élites et un appauvrissement des classes populaires. Il y a au-delà de ça deux effets qui sont l'effet polygamique et l'effet de contagion qu'on va discuter ici, qui font que les sociétés vont s'effondrer plus ou moins rapidement. Alors tout d'abord l'effet polygamique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, la cliodynamique nous apprend que le fait qu'une société soit polygame ou monogame va jouer sur la durée de vie de cette dite société. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes dans une société polygame, eh bien la surproduction d'élite se verra accélérée. Prenons par exemple un dirigeant, tout simplement, hein, quelconque, ou même un roi ou un sultan. Si il est polygame, évidemment, il va générer beaucoup plus de descendants. Et ces descendants eux-mêmes vont générer beaucoup plus de descendants, etc., etc. Or, encore une fois, comme vous l'avez compris dans la mécanique du jeu des chaises musicales, s'il y a trop de prétendants et pas assez de chaises, eh bien c'est l'un des principaux vecteurs d'effondrement. Et c'est ce que nous montre l'histoire. Les sociétés polygames ont une durée de vie beaucoup moindre que les sociétés monogames. Si on prend par exemple toutes les sociétés plutôt musulmanes, donc dans les pays du Maghreb, les sociétés historiques chinoises, les Perses, les Mongols, les sociétés ont plutôt une durée de vie entre 100 et 150 ans, donc en termes de sociétés stables, hein, on entend ici. Alors que les sociétés plutôt monogames, comme les civilisations, ou du moins les systèmes, les grands systèmes de société en France ou sous l'Angleterre médiévale, c'était plutôt entre 200 et 300 ans. Voilà, donc ça c'est le premier effet, c'est l'effet polygamique. Plus vous êtes polygame, plus la société voit son cycle d'effondrement accéléré. Le deuxième effet, c'est l'effet de contagion. Alors là, deux systèmes très intéressants, trois même. Tout d'abord, un exemple de contagion climatique. Il y a eu dans les années 1300-1400 ce qu'on a appelé le minimum solaire de Wolf. Alors le minimum solaire de Wolf, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ralentissement de l'activité solaire. Et qu'est-ce que ça a généré? Eh bien, ça a généré tout simplement, dans une bonne partie du monde, un effondrement de l'agriculture et des rendements agricoles, car l'activité solaire avait ralenti. Et donc, c'est ce qui fait que, à cette époque-là, il y a eu une sorte de coordination, hein, à quelques années près, quelques dizaines d'années près, de l'effondrement de plusieurs sociétés. Pourquoi? Parce que ça a appauvri les classes populaires qui vivaient grandement de l'agriculture. Et donc, comme on en a discuté juste avant, ça les a rendus ultra mobilisables et donc ça a accéléré ce cycle d'effondrement. Donc, le premier sous-effet de contagion, ça peut être par exemple des effets climatiques. Un deuxième effet de contagion peut être lié au sanitaire. Donc là, typiquement, quand de plus en plus les sociétés rurales se transforment en sociétés urbaines, eh bien, ça crée une surpopulation dans les zones urbaines. Évidemment, ce mélange de population dans parfois des conditions sanitaires qui ne sont pas optimales génère des épidémies. Et donc là aussi, ça peut générer et accélérer l'effondrement des sociétés. Enfin, il peut aussi y avoir des effets de contagion sur le plan social. On l'a vu euh, aussi bien récemment dans le cadre des printemps arabes, hein, donc l'un printemps arabe qui a commencé dans un ou deux pays et qui ensuite s'est élargi. Mais c'est principalement ici lié, vous le savez, en tout cas c'est ce qu'on pense, aux réseaux sociaux par exemple. Mais l'histoire nous montre que pas seulement. Si on prend par exemple le printemps des peuples, dans les années 1850, eh bien, il y a eu ici aussi une vaste propagation en Italie, en France, en Allemagne, au Danemark et en Suède, qui a généré une instabilité chronique sur l'ensemble des sociétés et des systèmes qui étaient en place. Donc ce n'est pas simplement une histoire de réseaux sociaux, encore une fois, c'est des choses qui sont beaucoup plus subtiles que ça. Et on le voit ici avec l'effet de contagion déjà dans les années 1850. Voilà, donc en résumé, les sociétés peuvent s'effondrer dans le cas où les contre-élites frustrées mobilisent les peuples qui s'appauvrissent.
Ça, c'est vraiment le message clé de la cliodynamique et c'est ce qu'on en apprend. Et la durée de vie de ces sociétés peut être influée par deux grands facteurs, l'effet polygamique et l'effet de contagion. Certains pays essayent de lutter contre ces effets. Et on va prendre plusieurs exemples. Tout d'abord, commençons par la Chine, qui aujourd'hui, quand on la regarde en tout cas de l'extérieur, est un exemple de stabilité. Qui peut aujourd'hui penser que la Chine va s'effondrer ou en tout cas que le Parti communiste chinois va s'effondrer? C'est même pas un sujet aujourd'hui dans l'actualité et c'est certainement pas demain la veille que ça pourrait arriver. Alors regardons-y de plus près. La Chine, tout d'abord, pour éviter que ces masses soient mobilisables, a bien compris qu'il fallait sortir la masse de la pauvreté. Et c'est ce miracle qu'elle a réussi en 40 ans, hein. Elle a sorti plus de 800 millions de Chinois de la pauvreté, les rendant donc faiblement mobilisables. Ensuite, du côté des élites. Alors, le Parti communiste chinois est le parfait exemple de la manière dont ça a été géré. La Chine n'a pas forcément maîtrisé la surproduction ou la production d'élites. Par contre, la Chine leur a donné de la place. Si on prend le Parti communiste chinois aujourd'hui, c'est environ 100 millions de personnes à travers la Chine. C'est entre 6 et 7% de la population chinoise, ce qui est énorme. Et ce qu'a fait le Parti communiste chinois, c'est qu'il s'est élargi à mesure que sa démographie lui imposait ça. Prenons quelques chiffres. En 1950, sous Mao, il y avait environ 4,5 millions de membres, d'accord, au Parti communiste chinois. Si on regarde ensuite dans les années 2000, c'est passé à 65 millions. Puis en 2012, 80 millions, en 2021, 95 millions, et en 2024, pratiquement 100 millions. Et donc on voit ici que la Chine, comprenant certainement cette dynamique qui vise à maîtriser, en tout cas la nécessité de maîtriser la surproduction d'élites, en évitant de les frustrer, a tout simplement ouvert et élargi sa base, en faisant le plus grand parti du monde et en permettant justement de mettre les élites à son service et non pas en créant des élites frustrées qui pourraient générer de contre-systèmes. Voilà, donc ça, la Chine, c'est un très bon exemple qui fait qu'elle a aujourd'hui un système très stable, c'est le développement économique des masses populaires et permettre aux élites intellectuelles éduquées, donc bac+4 ou plus, de pouvoir s'asseoir à la table, notamment via le Parti communiste chinois, mais évidemment ça va bien au-delà de ça, hein, dans l'ensemble des sphères économiques, médiatiques, militaires, etc. Prenons un autre exemple, la Biélorussie ou encore la Russie. Alors eux, c'est une autre approche. Ils ont tout simplement décidé soit de limiter, soit de mettre sous tutelle, par exemple, les contre-pouvoirs comme le pouvoir économique. Alors en Biélorussie, c'est assez simple. Post-Union soviétique, en fait, il n'y a pas eu de privatisation. D'accord? C'est un État, comme on pourrait l'appeler, providence, hein, qui gère pratiquement tout. D'accord? Et donc en Biélorussie, il n'y a pas d'oligarques comme on peut en avoir, par exemple, en Ukraine. Vous savez, en Ukraine, les grandes révolutions de Maïdan ou la révolution orange, c'était principalement des querelles d'oligarques qui, étant riches et dominant le pouvoir économique, voulaient ensuite dominer le pouvoir administratif et le pouvoir politique. En Biélorussie, il n'y a pas du tout eu cette dynamique de privatisation et donc vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de révolution récente, hein, en Biélorussie. La Russie, elle, c'est une autre approche. Elle a des oligarques, par contre, elle les a mis complètement sous tutelle. Vous avez tous déjà vu certainement ces vidéos de Vladimir Poutine qui impose aux oligarques de signer certains papiers sous son ordre, tout simplement parce que les oligarques savent très bien que s'ils ne le font pas, ils seront soit mis au pas, soit dépossédés, soit voire même parfois assassinés ou alors obligés de s'exiler. Voilà, donc c'est des bons exemples de voir, chacun à leur manière, comment la Chine et la Biélorussie et la Russie arrivent à gérer ces dynamiques de fond pour se maintenir en place, ou en tout cas pour garder le pouvoir. En résumé, ce que nous apprend Peter Turchin, c'est que les sociétés humaines, même les plus prospères, ne sont pas éternelles. L'histoire et les modèles de la cliodynamique montrent que les sociétés stables durent généralement entre 100 ans et 300 ans, en fonction de leur capacité à contenir certains déséquilibres, notamment la surproduction d'élites frustrées, l'appauvrissement relatif des classes populaires
qui rend du coup le système politique progressivement instable. Mais ce que nous apprend aussi la cliodynamique, c'est qu'un effondrement n'est jamais brutal ou instantané. Il est précédé de longues phases de crise qui peuvent durer entre 20 et 40 ans. Et cette période est généralement marquée par des déséquilibres croissants, des tensions visibles, mais aussi et surtout de longues inerties. À ce titre, nos sociétés actuelles sont l'héritière, vous le savez, de l'ordre né d'après la Seconde Guerre mondiale, façonné dans les années 50 et où la dernière grande phase de stabilité remonte aux années 60 et 70. Et la crise systémique dans laquelle nous sommes entrés dure en fait depuis les années 2010, juste après la fameuse crise économique de 2008. On pourrait même remonter un petit peu avant. Et donc ça voudrait dire que d'après les cycles de crise qui durent entre 20 et 40 ans, on pourrait commencer à culminer en termes d'intensité sur l'ampleur des crises qu'on traverse dans les années 2030. À moins évidemment qu'une transformation en profondeur ne s'amorce à temps. Puisque si l'histoire peut nous enseigner les mouvements de fond qui expliquent les instabilités des systèmes et de nos sociétés, évidemment l'histoire n'est pas une fatalité. Il existe le facteur humain, la volonté, la lucidité, le courage politique et la mobilisation collective qui peuvent enrayer ces logiques d'effondrement. Donc le simple fait de comprendre les dynamiques systémiques que nous traversons, c'est déjà une première étape vers un changement de dynamique. Encore faut-il en prendre conscience à tous les étages de la société pour choisir d'agir et non plus simplement de réagir. Ainsi s'achève notre épisode. Nous espérons vous avoir fait toucher du doigt la bascule qui est en cours. Merci de nous avoir écoutés. La pièce est entre vos mains. Pensez à vous abonner, à partager, à commenter. Et on se retrouve autour d'autres épisodes et de thématiques pour décrypter le monde qui nous entoure.